assez persuadé que l'affiliation, c'était vraiment le business le plus juste pour tous les parties. Vous faites les choses bien, guillemets, vous sortez les doigts du cul. Vous trouvez un moyen d'avoir du bon contenu. C'est soit vous le rédigez, soit vous arrivez à le déléguer à des gens qui sont compétents. Et même à la fin, je lui ai dit, je pourrais presque te remplacer, tu vois. Et il m'a dit, c'est vrai. Et Tu lui as dit ça ? Et la réalité, c'est que l'option de facilité, elle existe en affiliation. Et je pense qu'il y a une façon de comment tu parles, de ce que tu connais. Il n'y a pas spécialement besoin d'être fort ou de faire des revenus, quoi. Donc, dans tous les cas, oui, c'est compliqué de se couler avec l'affiliation. D'un coup, il commence déjà à me tutoyer. Après, il t'a fait la bise. Et après... Évidemment que ton site il pue la merde et qu'il fait 2 mots-clés au bout d'1 an et demi, en fait. C'est une évidence. Se lancer dans l'affiliation, c'est pas cher. Et ça, c'est rarement le cas pour beaucoup de business. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur Anthony. Salut les gars. Salut. Salut. Et aujourd'hui, on a une grande question existentielle à voir avec vous. Mais avant ça, petit rappel, comme d'habitude, dans la description, vous avez l'accès à notre formation gratuite sur la vente de liens. La vente de liens, c'est un business qui fonctionne très bien et qui est assez facile pour gagner vos premiers euros sur Internet. Dedans, on vous donne nos stratégies qu'on applique nous-mêmes. On vous donne des petits tips plutôt rares que vous trouverez sans doute pas ailleurs. Voilà, donc lien en description si vous voulez aller voir ça. Et maintenant qu'on est parti, la question, les gars, c'est est-ce que de votre point de vue, l'affiliation est vouée à mourir ? Oui, monsieur. Oui, non, c'est fini. Non. Tout c'est est pas fini. vrai. Non, évidemment, je pense que c'est même plutôt le contraire en réalité. Moi, pendant très longtemps, j'étais assez persuadé, j'ai pas fait d'introspection là-dessus depuis un moment, mais j'étais assez persuadé que l'affiliation, c'était vraiment le business le plus juste pour tous les parties. C'est-à-dire que quand on est vendeur, c'est quand même incroyable de se dire qu'on peut avoir une vente qui provient de quelqu'un. On n'aurait sans doute pas vendu sans cette personne-là. Donc évidemment, on la commissionne et on la commissionne automatiquement au travers de différentes plateformes ou systèmes de tracking. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'un des meilleurs business models en réalité, parce que tout le vendeur est récompensé, l'acheteur a une nouvelle vente, un nouveau client, c'est même plus qu'une nouvelle vente, c'est un nouveau client. Et on l'a. Bon, après, bien sûr, ça a pas mal de défauts aussi. On aura sans doute l'occasion d'en parler dans ce podcast, mais en tout cas, non, c'est à mon avis, ça va plutôt même se développer plus que de mourir. Je sais pas ce qu'en pense Anto, mais. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Pour toi, tu vois pas de... c'est vrai que d'un côté... Ça marchera toujours, ça peut peut-être réduire dans le futur, surtout avec les problèmes de tracking sur les cookies ou des choses comme ça, tu vois. En termes de réglementation, mais sinon, je vois pas pourquoi ça marcherait plus, quoi. Après, malgré ça, ces problèmes de cookies... Ouais, c'est ça, en fait. Et ça existait avant Internet. Le principe d'affiliation... quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle l'affiliation, c'est que être apporteur d'affaires. Ça existe dans tous les domaines. L'autre fois, j'ai vu l'agence See You Better, qui est, je crois, c'est l'agence de Stéphane Madaleno, si je me trompe pas. Je suis ou en tout cas, il doit être associé dedans. Et j'ai vu que eux proposaient de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire que toi, si tu sais choper du lead SEO, je savais pas qu'ils faisaient ça. Et c'est du pur apporteur d'affaires. Moi, je sais que mon agent immobilier propose de l'apporteur d'affaires. Donc, si tu lui ramènes quelqu'un qui veut mettre en vente son appartement, eh bien, tu peux toucher une commission sur la commission de l'agent immobilier. Et il m'en avait parlé, je crois que tu prends 10% de sa com. Donc, en fait, l'affiliation, c'est qu'un business model. Et en fait, c'est pour ça que parfois, je vois un truc genre... l'affiliation est mort ou c'est au même titre que dire l'e-commerce c'est mort. En fait, l'e-commerce c'est pas mort. L'e-commerce c'est un business model. Le dropshipping c'est un business model, c'est des façons de faire et peut-être que ça devient plus dur, peut-être que les méthodes changent. L'affiliation typiquement c'est ce cas-là. On a commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans c'était clairement pas pareil que ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a eu plein de changements. Il y a des méthodes pour obtenir du trafic ou en tout cas pour faire de l'affiliation qui il y a 10 ans marchait très bien, qui aujourd'hui marche beaucoup moins bien. Et inversement, il y a des façons de faire qui sont apparues au fil du temps.
notamment par exemple avec les arrivées des formats short. C'est quand même un énorme levier d'acquisition de traf pour faire du lead en affiliation. Je pourrais en parler un peu plus après. On peut commencer à en parler, mais par exemple TikTok, t'as des gens qui tournent très très fort uniquement en affiliation. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent d'aller chercher la TikTok Money. Ils font pas des vidéos de 1 minute pour aller chercher la TikTok Money. Le but, c'est juste de faire du trafic pour l'affiliation. Et là, en ce moment, j'ai vu beaucoup. D'ailleurs, j'en parlerai lors de la conférence des Wizards. Mais là, j'en ai vu qui ont pas mal tourné avec des vidéos un peu merdiques qui disent je sais pas, t'achètes un château gonflable et tu le loues chaque week-end, ça te rapporte tant et tout. Évidemment, les chiffres sont complètement faux la plupart du temps parce qu'ils omettent le fait que tu déclares un moment quand même tes impôts, quoi, ton URSSAF, tes trucs. Mais ils prennent juste dans les grandes lignes et ils font que des vidéos en mode faire de l'argent un peu de plein de façons. T'achètes une bétonnière et tu la loues, t'achètes tel truc et tu le loues, et ainsi de suite. Et en fait, ils font de l'affiliation pour un mentorat e-commerce, finançable CPF, tout ça. Bon, on va savoir ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça doit tourner sacrément fort, parce que j'en ai vu plus d'un qui faisait ça. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ce truc, avant TikTok, peut-être que les gens qui faisaient ce mentorat, peut-être qu'ils auraient fait une façon différente pour faire de l'acquisition client. Mais comme tu dis, Arthur, c'est sans doute un des trucs les plus légits. Et c'est pour ça que ça m'étonne d'ailleurs assez souvent quand je vois par exemple des e-commerce qui veulent pas faire de l'affiliation. C'est dommage. Et à côté de ça, par exemple, qui font de la ads, même qui payent des communiqués de presse ou des trucs comme ça pour faire de la communication, où ils payent sans vraiment savoir ce qu'ils vont avoir derrière. Alors qu'avec l'affiliation, tu donnes ta com à quelqu'un qui t'a rapporté de l'argent. En fait, tu peux pas perdre de sous avec l'affiliation, je trouve. À part si tu décides de faire de l'affiliation très agressive, ouais. Typiquement sur du SaaS, si tu te dis, moi, je veux absolument que mon SaaS... je veux propulser mon SaaS, donc Software as a Service, en mettant en place une affiliation très généreuse pour l'affilié, et que limite t'es à perte sur ce que tu proposes, ce qui est un peu débile, mais aujourd'hui, par exemple, sur des SaaS rev share, et là, pour le coup, il y a toute une dimension où un SaaS francophone, par exemple, qui paye ses impôts en France, qui fait... qui a des charges qui sont très différentes d'un SaaS qui est situé à Dubaï ou je ne sais où dans un autre paradis fiscal. Typiquement, le fait il y a beaucoup d'outils français, notamment sur la partie SEO, qui ne proposent pas d'affiliation parce qu'ils sont localisés en France et qu'en fait ils peuvent pas, ils n'ont pas la marge par rapport à leur coût, à leurs frais de pouvoir proposer une affiliation. Mais parce qu'aujourd'hui, ça rentre dans tes frais marketing, non? Ouais, mais t'as des SaaS pour des coûts internes. Par exemple, si tu fais, je sais pas, tu vends 100 euros et tu donnes 50%, si tu marges qu'à 10, tu peux pas proposer 50 de com, tu vois. Ou si tu marges qu'à 20. Ouais, c'est sûr. Donc, je sais qu'il y a des outils, soit qui proposent des coms qui ne peuvent pas se mettre au niveau, en fonction du lieu où ils payent leurs impôts finalement. Et il y a d'autres outils au contraire qui peuvent se permettre d'être plus agressifs, et il y a d'autres outils qui se disent pendant 1 an par exemple on fait de l'acquisition très agressive avec nos affiliés, donc on va proposer 60% de rev share la première année, et ensuite 100% des clients restent à eux parce qu'ils ont confiance en leurs produits, ils savent que les gens vont rester sur le long terme, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de manières de faire de l'affiliation, mais comme tu le dis, c'est un peu, en effet c'est impossible quand on réfléchit un peu à la chose. La personne qui propose de l'affiliation à des affiliés, pour son service, son produit, peu importe, c'est lui qui choisit sa marge, c'est lui qui choisit ce qu'il va donner à l'affilié. L'affilié, quand il arrive, sait ce qu'il va avoir, donc il est là aussi de son plein gré. Donc dans tous les cas, oui, c'est compliqué de se couler avec l'affiliation, c'est sûr. Ouais. Mais après, ouais, par contre, je comprends ce que tu dis sur ceux qui proposent des grosses coms au début. Peut-être qu'ils fonctionnent un peu en mode Startup Nation, là où tu crames le plus d'argent au début pour atteindre ton plateau qui fait que tu deviens rentable. C'est un peu le même cas quand ils proposent les CPA.
Ils payent très cher, ils sont à perte sur le CPA et après ils savent que sur le long terme ils sont gagnants. Bah, ils connaissent leur valeur client, donc ça leur permet de se dire voilà, notre client en moyenne il nous rapporte tant, donc à l'entrée on peut l'acheter tant parce que c'est moins élevé que ce qu'il va nous rapporter en moyenne. Bah, par exemple, dans le dating, quand tu vois des CPA parfois à 100 balles, 150, 200 balles, oui, encore, je suis gentil. Non, il y a certains trucs qui peuvent monter encore plus haut. Ouais. Et c'est parce que derrière, ils savent que les gens vont rester abonnés longtemps, ou je sais pas comment ça marche trop. Je suppose que oui. Ça dépend de l'offre qu'il y a derrière. C'est toujours pareil. On l'a vu avec le content locking. Les plus anciens s'en souviennent sans doute. Tout ce qui est offre mobile, les sonneries Rasta, les conneries comme ça. On avait au tout départ, ça montait à $40 le lead sur certains trucs. Pour une sonnerie Rasta qui est vendue et qui doit être payée, je sais pas, $5 par semaine ou je me souviens plus les détails, mais en gros c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne reste abonnée à sa sonnerie Rasta pendant je sais pas, au moins 4 semaines en moyenne. Donc c'est à dire que eux par exemple ils savaient à l'époque, les networks savaient qu'en donnant tant à l'affilié on allait de plus en plus, les affiliés allaient promouvoir ce type d'offre et que ça allait pouvoir être rentable sur le long terme parce que la valeur moyenne du client était supérieure à ce qu'il nous donnait. Et d'ailleurs, sans doute bien supérieure parce que le network prenait sa part aussi. Donc, ça devait être encore... Enfin, tout ça pour dire que l'affiliation, c'est loin de mourir. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu au cas par cas tous les types d'affiliation qui existent aujourd'hui. Où sont les opportunités? Alors, au risque de faire du forcing, vous avez, si là aujourd'hui vous êtes complètement débutant ou alors vous êtes un peu dans le struggle, c'est-à-dire vous dites mais merde, moi j'essaie de lancer des sites, il se passe rien. Honnêtement, la méthode la plus simple, on est tous d'accord avec ça pour faire de l'oseille aujourd'hui quand on débute, c'est la vente de liens. C'est pas la plus passionnante parce que c'est simple, c'est bête. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses très chouettes à faire avec la vente de liens, mais en tout cas pour commencer, si vous voulez partir de quelque part, c'est peut-être pas l'affiliation. Et encore une fois, vous avez une formation gratuite en description par rapport à ça. Aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin que la vente de liens, ou alors vous avez déjà un business ou que vous connaissez l'affiliation, en effet, la première chose dont on va vous parler, et nous ça fait 10 ans qu'on fait ça avec les Wizards, c'est l'affiliation SEO. Et la première question, c'est aujourd'hui, pour vous, qui peut commencer l'affiliation SEO? Est-ce que c'est quelque chose d'accessible dans un premier temps? Et quels sont finalement les prérequis nécessaires pour faire de l'affiliation SEO? Et Anto, avant que tu répondes, parce que je te vois venir peut-être sur certains trucs, on va imaginer une affiliation un petit peu nichée, tu vois. On va pas taper demain de l'assurance, quoi. Tu vois, c'est donc voilà, pour remettre un peu les choses dans le contexte. Je sais pas qui veut commencer parmi vous deux, les gars, à répondre. Je commence. Ta question, c'est facile en gros. C'est pas une question de facilité, c'est vraiment qui peut le faire. Parce qu'il y a des choses que tout le monde peut faire et qui sont pas faciles pour autant. L'accessibilité, en vrai, c'est assez accessible à tout le monde, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut bosser. Déjà, faut bosser. Non, mais je vais pondérer pourquoi je dis ça. Faut bosser intelligemment, faut connaître les stratégies. Ça, petit placement de produits interne à nous-mêmes, mais en description, vous avez, en fait, on va réouvrir. Il y a plein de choses en description. Il y a plein de choses en description. Très prochainement, on va réouvrir notre formation, donc la Wizard Academy, qu'on a vendue en pré-vente, et là, c'est le vrai premier lancement officiel qu'on va faire début février. Et vous avez, si vous cliquez sur le lien en description, vous pouvez juste rentrer votre email pour être au courant du moment du lancement. En sachant qu'on fera un tarif préférentiel pour ce lancement-là, avant de le passer sur le prix Evergreen, comme on dit, donc qui est son prix officiel. Voilà, donc on fait, voilà, pour rentrer votre email si vous êtes intéressé. Et pour répondre à ça, comme je viens de le dire, il faut avoir les bonnes stratégies, notamment celles que nous, on partage dans la Wizard Academy, mais ça, c'est notre façon à nous de bosser. Il y a plein de façons différentes de bosser. C'est juste, nous, la Wizard Academy, c'est la recette que nous, on utilise et qui marche, point. On sait que ça marche. Et il faut, je pense, savoir un tout petit peu se remettre en question parfois. En fait, il y a des gens parfois qui nous envoient leur site pour qu'on les regarde ou qui nous demandent des conseils ou des trucs comme ça.
Et moi, je suis attristé parfois de voir des trucs où je me dis, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'on puisse faire ça. Il y en a beaucoup là qui ont fait le choix de la facilité. En fait, il y a l'IA qui est là. Tout le monde pense que ça y est, c'est la fête. Je vais lancer mon site, je vais prendre ChatGPT, je vais lui faire rédiger des articles et puis je vais les poster sur mon site. Mais en fait, la réalité, c'est que si vous faites ça, ça va juste pas marcher. Il y aura toujours sur Twitter 1 ou 2 personnes qui vont dire si, bien sûr, ça marche, regardez mes sites. La plupart des temps, on les voit pendant 3 mois et après, ils sont portés disparus. Hein. Et la réalité, c'est que si vous bossez bien, c'est-à-dire que, vous, entre guillemets, vous sortez les doigts du cul, hein, que vous faites les choses bien, vous trouvez un moyen d'avoir du bon contenu. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous le rédigez, soit vous arrivez à le déléguer à des gens qui sont compétents. Ça, c'est la première étape. Le contenu, c'est dans l'affiliation SEO, ça va être le truc qui est le plus important. Et si vous arrivez à vous déterminer, et ça, la semaine dernière, on était avec des potes, ça fait 13 ans qu'ils font de l'affiliation SEO, 13 ans qu'eux-mêmes, ils écrivent leurs articles. La réalité, c'est que ça fait 13 ans qu'ils tournent très très bien. Donc, il y a un moment aussi où, voilà, tu bosses intelligemment et tu sais à peu près ce que tu fais. Il n'y a pas de raison. Et en fait, tous ceux qui veulent prendre les raccourcis, et encore une fois, je crache pas à 100% sur l'IA, parce que l'IA peut t'aider pour de la structuration, pour restructurer tes idées, pour avoir des idées de plans, pour plein de choses. L'IA, c'est très bien, mais c'est très bien en tant qu'assistant. C'est pas un rédacteur. Et il est éclaté en rédaction, surtout si vous n'êtes pas un expert du prompt IA. Parce que si vous êtes un méga génie de l'IA, que vous écoutez ça, que vous savez trop bien faire, peut-être que vous aurez des contenus qui rankent. Mais pour 99,9% des gens qui nous écoutent, je pense que c'est pas le cas en fait. Donc, faut arrêter d'essayer de faire l'impasse et de prendre des raccourcis. Il y a un moment où il faut juste bosser. Et ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est pour la partie plus technique d'un site. Et franchement, lancer un site WordPress aujourd'hui, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Il y a 150 000 tutos sur YouTube. C'est pas compliqué. Ça va vous prendre un jour ou deux de regarder quelques heures de tutos YouTube pour réussir à lancer votre premier site. Pareil, nous, dans notre formation, on a une partie sur lancer votre premier site où on vous montre clic par clic comment nous, on fait pour lancer nos sites. Et le troisième point, ça va être le netlinking qui, honnêtement, peut être légèrement secondaire. Alors, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais encore une fois, on a des amis qui fonctionnent qu'avec énormément de contenu, du contenu et un petit peu lien par-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, là où nous, on va peut-être faire 50% de notre budget ou 50% de notre temps à faire du contenu et 50% de temps à faire du lien. Je donne des très grandes lignes, hein, c'est pour donner une idée. Et nous, on a des potes qui fonctionnent en faisant 80% de contenu et 20% de lien, que ce soit dans le budget ou le temps qu'ils investissent là-dedans, on va dire. Et encore, je crois que t'es gentil. Hein. Et je suis gentil. Moi, à mon avis, c'est encore le ratio est encore plus élevé. Ouais. Mais si vous prenez une thématique et que vous la poncez, c'est-à-dire que vous voulez devenir expert, enfin vous lancez un site en devenant expert d'un sujet, par exemple vous adorez le VTT et vous faites un site complet sur les VTT où vous parlez des meilleurs pneus, des meilleurs roulements, je connais pas les trucs, mais des meilleurs pignons, que vous faites des articles sur les meilleurs VTT électriques, les meilleurs VTT pour débutants, les meilleurs VTT pour enfants, les meilleurs VTT pour tel truc, pour faire de la descente, pour faire de la montée, qu'importe, je suis pas un expert du sujet, mais juste que vous avez un site qui traite absolument toutes les questions qu'on pourrait se poser sur le VTT. Petit à petit, votre site va prendre de l'ampleur, va prendre de l'autorité sur ce sujet, et ça fonctionne. Et celui qui a été un bon exemple là-dessus, c'est Paul Vengeon, qui, quand on l'a interviewé, n'avait pas encore révélé sa niche, mais sur sa chaîne YouTube, maintenant, il l'a révélé, qui est la niche de la whey. Donc la whey pour faire de la muscu, la protéine, quoi. Et il a un site qui est dédié à ça. La réalité, c'est qu'en moins d'1 an, il a pris des très belles positions et il a un site qui fonctionne. Mais il a pas fait... il a fait de l'IA, il nous l'a dit qu'il avait fait de l'IA, mais déjà, il est très bon en IA. Et je pense pas qu'il a tout fait à 100% en IA. Je pense qu'il y a des trucs où c'est... Non, mais il a fait les choses bien et peut-être pas dès le début. Enfin, bref, en fait, l'IA, c'est tellement risqué. C'est qu'il faut pas, quoi. Surtout pas quand vous commencez votre site. Après, en mettre... Enfin, encore une fois,
On pourrait en faire un podcast de 5 heures, je pense, juste parler de ça, parce que c'est vraiment pas un sujet simple en SEO. Mais ouais, en effet, comme tu l'as dit, Franck, on voit trop de gens qui nous envoient leur site là récemment et qui sont là et qui passent du temps sans doute quand même à bosser dessus, à construire le site, l'architecture, le machin, à réfléchir à la niche, qui ont déjà un bon début de process, et ils nous envoient le site et tu te rends compte que le site c'est fouilla, mais évidemment que ton site il pue la merde et qu'il fait 2 mots-clés au bout d'1 an et demi, en fait, c'est une évidence. Donc ça, je pense que il faut que ça rentre dans la tête des débutants. Si vous êtes un peu plus expérimenté, vous faites votre vie avec l'IA, je veux dire, n'écoutez pas forcément ce qu'on est en train de vous dire, mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de débutants qui sont en train juste de perdre un temps astronomique. C'est le choix de la facilité, en fait. C'est le choix de ne pas les bosser. C'est les mêmes mecs qui, à la vague du dropshipping, montaient des boutiques dégueulasses avec des produits dégueulasses. Enfin, c'est les mecs qui t'appuient sur un bouton et ça marche, tout. Ouais, mais ça... Et la prochaine vague, ils font pareil. Et la réalité, c'est que l'option de facilité avec d'énormes guillemets, elle existe en affiliation et ça s'appelle le Black Hat SEO. Mais c'est pour ça qu'il y avait d'énormes guillemets, parce que je pense qu'on aura l'occasion avec Anto d'en parler un petit peu plus loin. En tout cas, ça fait partie des points que j'ai notés. Sur le papier, on dirait que c'est facile. Sur le papier, on dirait qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. La réalité, c'est que l'expérience accumulée et la barrière à l'entrée du Black Hat SEO, si on veut être performant en affiliation, elle est mais colossale. Donc, c'est pas quelque chose qui est accessible. Et encore une fois, il y a pas de facilité, parce que là, je vous dis option de facilité, c'est que oui, à un moment, si vous êtes devenu un monstre absolu, vous êtes capable, comme c'est le cas d'Anto, d'appuyer sur un bouton, de générer 500 000 pages et de monétiser ça du jour au lendemain. Mais avant d'en arriver là, je peux vous dire, connaissant Anto, qu'il y a passé des milliers d'heures sur 10 années étalées. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc que vous arrivez demain, c'est super, on spam Google et ça marche, quoi. C'est plus compliqué que ça. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et il y a juste un dernier point que je voulais dire sur l'accessibilité, c'est qu'au fond, se lancer dans l'affiliation, c'est pas cher. Et ça, c'est rarement le cas pour beaucoup de business. Si tu veux faire du e-commerce, ça soit même en dropshipping ou qu'importe, mais t'as quand même un petit peu de coûts et tout. Si tu veux faire encore les choses mieux, que tu veux vraiment lancer un vrai e-commerce, bah, tu dois avancer l'argent des stocks, des trucs comme ça. Et t'as peu de business où tu peux débarquer sans argent, juste il te faut un ordi, quoi. Il te faut un ordi, un clavier et un cerveau. Et tu peux faire des choses. Tu pourrais même le faire avec une tablette, en vrai. Un mec, je pense... C'est vrai. Avec une tablette, tu peux te lancer. Et moi, je fais des modifs sur mes WordPress avec mon téléphone, donc... après, faire tout un site dessus, ça serait un peu complexe, faut avouer. Mais il y a moyen de faire des trucs. Et en fait, tu te prends un budget de 100 € et tu peux lancer, avec 100 €, tu peux déjà commencer à lancer un petit projet. Et si t'es déter, tout le reste peut te coûter quasi rien. C'est-à-dire que pour 100 €, tu vas avoir ton hébergement à payer à l'année. Ça se trouve, on peut même payer mensuellement, je sais même pas. Mais moi, je paye toujours à l'année. Mais t'as ça, t'as ton autre domaine, c'est vrai ou pas? Ouais. Fatigue. T'as hébergement, nom de domaine à payer. Derrière, la rédaction, tu peux commencer toi-même et après tu la délégueras quand tu commences à faire des sous, mais tu commences toi à apprendre à rédiger. T'as plein d'outils gratuits, des offres d'essai et tout, que tu peux gratter par-ci par-là. Pour faire par exemple, tu as besoin de faire ta recherche, tes mots-clés de recherche. Bon, bah, Alloscan, ils font une offre gratos qui est tout à fait correcte. Donc, voilà. T'as, pour tout ce qui est l'obtention des liens, bah, pareil, tout le monde pense qu'il y a que acheter des liens. Mais nous, quand on a commencé, on dépensait pas un copec dans les liens. On allait... faire des liens sur des forums et des trucs comme ça. Encore une fois, il faut bien le faire, il faut réussir à le faire de façon intelligente. Encore une fois, dans la Wizard Academy, on a tout un module là-dessus, donc je ne vais pas donner toutes les astuces, mais aller sur des forums thématisés, vérifier que le lien est do follow, réussir à mettre le lien intelligemment, parfois en attendant un peu, des trucs comme ça, pour aller gratter et poser le lien et qu'il ne disparaisse pas, et ben vous pouvez obtenir des liens gratos comme ça, et honnêtement, obtenir bien assez de liens pour déjà avoir un projet qui commence bien et qui rapporte des sous. Et quand je dis qu'il rapporte des sous, c'est-à-dire que vous pouvez, sans avoir investi
plus de 100 € à l'année, donc pour votre hébergeur et votre nom de domaine, mais par contre que vous avez bossé vous-même sur l'obtention des liens et sur la création de contenu, vous pouvez faire des sites qui rapportent 2000 balles par mois. Facile, hein. Oh, largement, ouais. Large, hein, Et c'est pour donner une petite fourchette, là il y en a qui vont dire que c'est pas possible, mais en fait c'est juste que vous n'avez pas les bonnes méthodes de travail, je pense. Ou que vous faites pas les choses bien. Mais Et après, là encore une fois, on le dit aussi parce que pour nous ça nous paraît peut-être simple, mais en fait, même le truc que nous on a parfois moins la motivation de le faire, c'est tout simplement de bosser, quoi. C'est la réalité. C'est l'autre réalité compliquée aussi, c'est que quand ton site commence à marcher, ça on en a parlé plein de fois, mais quand ton site commence à marcher, le réflexe c'est ça marche, donc du coup hop on lève un peu le pied, on profite, aujourd'hui j'ai fait tant et c'est la belle vie. Mais la réalité c'est qu'il faut bosser même quand ça commence à marcher et continuer à maintenir le rythme. Et d'ailleurs l'un des traits de caractère importants, c'est quand on veut faire de l'affiliation, c'est être capable être patient, quoi. C'est vraiment la patience, la détermination, le travail. C'est ce qui fait que les gens abandonnent. C'est exactement, c'est tous les traits. C'est un des problèmes du SEO en soi, en fait. C'est que c'est long et les gens ne sont pas patients. J'allais dire, tu vois, les autres business, par exemple, TikTok et tout, c'est accessible. Court terme, tu fais de l'argent vite. Mais t'as aucune pérennité, alors que le SEO, c'est tout l'inverse, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les gens, ils veulent de l'instantanéité, ils veulent de l'argent tout de suite. Ouais, et puis TikTok, juste un point, mais TikTok, en fait, c'est pas vraiment... c'est même pas un truc qui est revendable et tout, donc c'est cool pour faire de l'argent, mais c'est pas... Coups, quoi. C'est des petits braquages, ils arrivent sur la... Ouais. Mais tout le monde, en fait, tout le monde cherche les petits coups. Et en boucle. Alors que la réalité, et justement nous c'est ce qu'on prône dans le Wizard Podcast depuis plus d'1 an, c'est qu'il faut construire un écosystème. C'est-à-dire que en effet le SEO ça peut être frustrant, en effet ça demande du travail, mais il faut coupler en fait votre SEO avec d'autres leviers d'acquisition de trafic comme TikTok, comme YouTube, comme Pinterest, il y en a des tonnes. Choisir les réseaux qui vous parlent le plus et en fait unir vos forces. Et là pour le coup en effet l'avantage c'est que vous allez à la fois construire votre SEO qui aura une valeur colossale quand le site va commencer à péter, c'est-à-dire peut-être 6-8 mois voire 1 an après votre premier contenu sur le site, et ensuite en parallèle vous allez pouvoir actionner tout de suite peut-être des vidéos, que ça soit sur le format short ou non, des posts Instagram, etc., qui vont eux avoir un effet un peu plus immédiat. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être visible rapidement sur du short et de faire vos premières commissions en affiliation. Par contre, si vous ne vous basez que sur le format short pour faire vos commissions en affiliation, vous pouvez être sûr que oui, vous allez peut-être, si vous commencez en janvier, vous allez peut-être faire un mois sympa parce que vous avez une vidéo qui a bien marché en janvier. Vous pouvez être sûr par contre qu'en février, c'est fini, quoi. Donc c'est absolument pas pérenne, ça s'effrite très vite. Donc vraiment l'objectif quand on veut construire un business en ligne rentable, c'est d'être multicanal, de pas partir de partout, encore une fois, de faire les choses bien, de concentrer son focus, mais de ne pas faire que du SEO ou que du YouTube ou que du TikTok. Il faut être multicanal et vraiment être efficace sur différents endroits. Et soyez curieux aussi. Et soyez curieux. Et soyez curieux. Il y a des gens, parfois ils me dépassent. Là, tu tapes dans Google, tu as la réponse et ils posent des questions débiles sur des groupes ou des choses comme ça. Ça me rend ouf. Ouais, mais ça, c'est pareil. Hein. Je pense que c'est un peu un trait de caractère d'aller faire ta recherche ou pas, en fait. Tu vois, peut-être c'est plus simple d'aller demander et d'avoir le retour, ou je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite fait des différents leviers où l'affiliation fonctionne bien? YouTube, je pense qu'on va commencer par YouTube, si t'es d'accord, parce que c'est YouTube, bon, pareil, c'est vraiment une opportunité monstrueuse. La barrière à l'entrée, parce qu'on parle à chaque fois de barrière à l'entrée, donc on l'a vu pour le SEO, en réalité, avec un peu de détermination, de travail et de patience, tout le monde peut le faire, très franchement. Ensuite, sur YouTube, c'est un peu pareil, à la seule différence que la barrière à l'entrée, ça peut potentiellement être votre image, parce que vous pouvez choisir ou non de montrer votre tête sur YouTube, et montrer sa tête sur YouTube, faire les choses bien sur YouTube, entre guillemets,
c'est-à-dire avoir une bonne qualité de montage, de miniature, de son, de vidéo. Tout ça, c'est ça, la barrière à l'entrée. C'est vraiment l'équipement, plus est-ce que oui ou non, j'implique qui je suis sur ma ou mes chaînes YouTube. Et ça, pour le coup, c'est à vous de voir. Les deux sont faisables. On est assez persuadé ici que si vous impliquez votre image, vous aurez des résultats potentiellement plus intéressants, plus facilement, plus rapidement. YouTube, c'est une opportunité de fou furieux, dans la mesure où demain, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple farfelu ? Je lance un site d'affiliation pour vendre des mugs. Sur ce site d'affiliation, je fais des comparatifs de mugs. Alors, pire idée du siècle. Je peux vous assurer que en SEO pur et dur, je vais mettre peut-être quelques mois, si je travaille fort et bien, pour avoir mes premiers résultats, c'est-à-dire mes premières visites organiques qui sont directement venues depuis Google, depuis le moteur de recherche. Alors que demain, je fais une vidéo YouTube, je fais des vidéos YouTube, je peux avoir potentiellement mes premières vues, mes premières interactions, mes premiers abonnés et mes premières commissions le jour d'après. Et ça, c'est valable sur YouTube, c'est valable sur TikTok, c'est valable sur de nombreux réseaux. Donc, il faut bien comprendre que Google, il y a cette particularité-là ça prend du temps, on bosse un peu à blanc. Par contre, les gens qui bossent vraiment sur le long terme et qui sont réguliers vont être sacrément récompensés à un moment. Et là, une fois que vous êtes piqué par le SEO, si on fait ça depuis 10 ans, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment un truc, un moment qui est complètement dingue avec le SEO. Et quand vous amassez des visites comme ça, alors que pour le coup, vous pouvez être... il y a cette sensation un peu passive qui est vraiment très agréable. YouTube, encore une fois, énorme opportunité. C'est actionnable plus rapidement. C'est très différent. Et l'avantage de YouTube, encore une fois, c'est que vous pouvez associer YouTube à vos contenus directement, vos contenus SEO. Et là aussi, très important. Alors, c'est peut-être d'ailleurs l'occasion d'en parler, mais récemment, on a fait un article de blog sur leswizards.com, donc qui est un nouveau site qu'on vient de lancer avec les Wizards pour justement vous présenter nos outils préférés, etc. Et où, typiquement, c'est... je sais plus exactement ce que je voulais dire par rapport à ça, mais il y a eu justement un article où je parle de YouTube et je présente l'opportunité et j'explique ce que j'avais déjà dit dans un podcast, que personnellement, moi, j'essaie de faire les deux. Mais l'objectif, quand vous bossez en tant qu'affilié en SEO, la première volonté que vous devez avoir, c'est comment faire pour maintenir le visiteur le plus possible sur mon site. Et pour ça, YouTube, c'est un excellent moyen. Et chaque seconde gagnée d'un visiteur qui arrive sur votre site, qui va rester un peu plus longtemps sur votre page, ça vaut de l'or en SEO. Donc, c'est une arme de destruction massive d'avoir des vidéos sur ces pages affiliées. Donc là encore, gros point positif. Donc, on voit que ça fait une espèce de truc, une espèce de boule de neige de choses positives. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez d'autres choses à dire sur YouTube, Franck et Anto. Ouais, globalement, YouTube, toutes les niches fonctionnent dessus. Ça fait partie... Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que les vidéos YouTube prennent aussi de la place dans les résultats de recherche de Google. Tu peux rentrer dans des grosses thématiques. C'est ça. Et de plus en plus, sont inaccessibles. C'est ça, et qui sont inaccessibles, exactement. Parce qu'en fait, il y a des niches en SEO où, en gros, ça va être résultat 1, 2 et 3 du SEO, 4, un carrousel de vidéos YouTube, et après encore du SEO. Et en fait, il y a des niches qui sont ultra énervées, où les mecs mettent un budget de malade, notamment sur les liens, par exemple, parce que c'est des très grosses thématiques. Et en fait, ce carrousel de vidéos YouTube, si tu arrives à faire une bonne vidéo, elle peut apparaître là. Et en fait, tu chopes la 4e place. En plus de ça, le fait que ça soit pas un résultat de recherche pour les gens qui n'aiment pas lire, peut-être que assez facilement, ils vont se dire, je vais aller regarder la vidéo en premier. Donc en fait, tu as une belle position sur un résultat de recherche où il te faudrait des mois, voire des années pour réussir à l'atteindre avec du pur SEO. Voire jamais, c'est vrai. Il y a vraiment des trucs, des thématiques très, très, très concurrentielles où rentrer avec une vidéo, c'est sans doute le meilleur moyen pour quelqu'un qui est là avec un budget plutôt restreint et qui est soit prêt à mettre son image en jeu. Moi, cette histoire d'image d'ailleurs et de montage, je suis pas forcément d'accord exactement avec ce que tu dis, parce que pour ceux qui nous écoutent, je veux pas que ça soit un frein de se dire
ma qualité, elle est pas forcément la meilleure, j'ai pas le meilleur matériel, j'ai pas tout ça. Si le fond de ce que vous allez raconter est correct et que vous savez faire 3 cuts vidéo sur CapCut, ce qui s'apprend en 15 minutes avec un tuto YouTube, il n'y a pas besoin de faire des vidéos où ça dit je vais vous apprendre à choisir ce meilleur mug. Ce mug est génial parce que hop, avec des zooms dynamiques, des trucs et tout comme ça. Il y a aussi des mecs qui font et notamment dans le business, il y a Antoine Bougan que j'aime bien et qui lui juste il se filme devant son ordi et il parle tranquille, il est assez chill. Il dit bah voilà, moi j'ai fait mon petit truc sur TikTok là actuellement. Bah je vais vous montrer, les résultats ils sont bien, tout ça. Hop, il fait un petit montage où il montre par exemple son compte TikTok, mais ça ne demande pas un montage de fou. C'est pas une vidéo comme une vidéo de Yomi par exemple avec des zooms de partout et tout. Mais parce que je pense que c'est même pas le même public qui est ciblé en fait. Et je pense que tu peux avoir toujours des gens qui vont apprécier ton contenu. On le voit par exemple pareil dans un autre univers qui est la muscu. Par exemple, actuellement, un qui est devenu très très gros sur le sujet de la muscu, c'est un mec qui s'appelle Sam Sulek, qui est un mec qui se filme pendant 40 minutes à la salle. Juste, il parle, il a un vieux micro, enfin, il a un micro Rode pour avoir un son correct. Il se filme, je pense, avec son téléphone ou un truc comme ça. Et parfois, pendant 10 minutes, il est en voiture, il roule et juste il parle pendant qu'il roule, il raconte ses trucs. Et à l'inverse, t'as ceux qui vont faire des montages, des vidéos de 10 minutes archi poussées avec des travelling de eux en train de soulever des trucs à la salle et tout. Et en fait, il en faut pour tous les publics. Et des gens qui vont pas se tuer au montage du moment que ce qu'ils racontent est intéressant, eh ben tu peux avoir et des vues et des abonnés et vendre un produit d'affiliation ou tes propres produits à terme si tu veux te montrer. Et ça, c'est dans le cas où tu te montres, mais en plus de ça, tu as tout à fait moyen de faire un business, encore une fois, tant que ce que tu racontes est intéressant, et ben, tu n'as même pas besoin de montrer ta tronche. Parce que sur YouTube, par exemple, tu as un mec qui est arrivé il y a quelques années, je dirais peut-être 2 ans, 3 ans, qui s'appelle AH Fiscalité. On ne sait pas à quoi il ressemble, hein. Et pourtant, il fait des séminaires qui coûtent très cher. Il fait des vidéos qui parlent de fiscalité, de montage fiscaux. Sur des PowerPoint en plus. Sur des PowerPoint, exactement. Il diffuse un PowerPoint et il parle par-dessus pour expliquer son PowerPoint. Il s'est jamais montré. On connaît pas sa tête, quoi. Il n'y a même pas de tournage ni rien. C'est un PowerPoint. Ouais, voilà. Il y a pas de montage de fou et tout. Donc en fait, si vous êtes en capacité de raconter des choses intéressantes sur un sujet, que vous n'allez pas sortir un blabla ou un script ChatGPT, encore une fois, qui apporte pas d'informations très concrètes ou qui est lisse et pas intéressant. Mais si vous avez des trucs intéressants à dire sur un sujet, eh ben, commencez peut-être sans vous montrer si vous avez peur de vous montrer. Et peut-être qu'à terme, bah, vous serez plus à l'aise. Quand vous serez plus à l'aise à l'oral, eh ben, peut-être que vous accepterez de vous montrer. Et quand vous accepterez de vous montrer, peut-être que l'étape d'après... En fait, il n'y a pas besoin de... Même si je sais que toi, Arthur, t'aimes bien commencer avec des très bons trucs dès le début. Et je comprends parce que ça marche plutôt bien. Mais nous, par exemple, le podcast, on l'a lancé en mode MVP. Et là, on s'est amélioré 1 an après. Mais la réalité, c'est que ça a marché avant. Alors qu'on faisait du record sur Discord, quoi. Donc, ouais. Bon, si ce que tu racontes peut intéresser des gens, bah, je trouve que le fond importe beaucoup plus que la forme. Ouais, ça, de toute façon, c'est toujours le cas. Hein. Il faut faire quoi qu'il arrive. Il faut pas se trouver d'excuses pour ne pas le faire. Ouais, voilà. Mais la méta, on va dire, on va appeler ça comme ça, la méta de YouTube, c'est tend quand même à évoluer vers du contenu de qualité, même s'il y a quelques anomalies comme Sam Sulek, mais encore une fois, c'est même pas une anomalie, parce qu'en fait, il est juste sur un contenu long. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un espèce d'équivalent de podcast où tu suis un mec sur du contenu long, où il est dans la salle, et le seul truc qu'il a de bien, c'est le truc le plus important, c'est un putain de micro. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on l'a dit 20 fois dans les podcasts, mais c'est le plus important d'avoir un bon micro. Mais nous, on le voit depuis qu'on a changé nos miniatures, par exemple, sur les Wizards, même si on a conscience qu'il y a notre audience existante qui est pas particulièrement fan ou que ça peut potentiellement déranger un peu. Enfin, ça dépend, il y en a qui apprécient, mais on comprend parce que moi,
on avait avant les vieilles vignettes jaunes dégueulasses, mais elles avaient beau être dégueulasses, elles étaient efficaces parce que tu disais, tiens, il y a un nouvel épisode, on voit le titre direct, tu as le truc qui te flash en jaune fluo, etc. Là, l'avantage de nos nouvelles vignettes, c'est qu'on l'a vu dès le deuxième podcast posté, on a un reach qui est bien plus important, on rentre dans la méta. Alors oui, c'est peut-être un peu moins différenciant pour le coup que si on avait des vignettes jaunes forever, mais la réalité, c'est que si on veut toucher un public un peu plus large, si on veut fédérer une communauté un peu plus large, on est obligé pour accélérer de se plier à la méta. Après, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, pour accélérer, on peut commencer simplement. C'est ça. Tu peux commencer simplement parce que ça nous coûte quand même quelques milliers d'euros à l'année, le montage, les miniatures et tout. Quand tu pars de zéro, que t'as pas forcément de thunes, te prends pas la tête avec ça. Achète un bon micro, point. Un téléphone, un micro. Un exemple typiquement que j'ai eu en plus autour de moi assez récemment. Vous lancez une chaîne ASMR, n'espérez même pas percer si vous n'avez pas le micro irréprochable de la personne qui fait de l'ASMR. C'est un cas un peu particulier. Et pour le coup, même si l'image est un peu moins bien, je pense qu'il y a certaines thématiques où c'est un peu comme le SEO d'ailleurs. Vous avez certaines thématiques, si vous n'arrivez pas avec un site irréprochable, avec du budget, etc., c'est compliqué. Et sur YouTube, c'est un peu pareil. Il y a certaines thématiques qui sont, à mon sens, un peu moins accessibles avec quelque chose de standard, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur énormément de thématiques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et par rapport à YouTube, Anto, toi, tu surveilles un peu les spams sur YouTube ou pas des masses? Pas du tout. Pas du tout? Ouais, tu regardes pas là-dessus, toi. Ok. Mais il y a énormément de choses à faire de ce côté-là et c'est beaucoup moins filtré, enfin en tout cas sur des thématiques mainstream. On le voit d'ailleurs, il y a des chaînes qui postent toutes les 2-3 heures une nouvelle vidéo à tendance SEO. Il y a vraiment des vrais spams faits sur YouTube et il y a des chaînes de contenu, des chaînes... Aujourd'hui, là on parle d'affiliation dans ce podcast. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de YouTubeurs qui ne font pas du tout de SEO, donc qui ont juste une chaîne YouTube et c'est déjà énorme, sur des sujets comme la tech et qui brassent mais des centaines et des centaines de milliers d'euros par an sur ces sujets-là, que ça soit au travers des sponsoring, que ça soit au travers de l'affiliation. Il y a énormément de moyens de monétiser une communauté sur YouTube et faire de l'affiliation directement sur YouTube, c'est monstrueux. Et il y a des gens qui vont chercher justement de manière organique des avis sur des micros. Moi, tout à l'heure, avant de commencer le podcast, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux pas mieux configurer mon micro. Hop, je suis allé taper le nom de mon micro, settings, machin, et t'as le mec qui fait une review complète avec une partie settings. Et je suis sûr qu'il vend mon micro, il le vend en affiliation. C'est un micro qui coûte peut-être 350 balles. S'il prend 10% sur chaque micro, enfin, tu vois, ça va très vite. Et la réalité, c'est que la vidéo que j'ai vue, il n'y avait pas énormément Enfin, c'est pas un travail de fou, quoi. Faut juste le faire, quoi. Faut se déterrer à le faire. De toute façon, à chaque fois, on en revient au même truc. Hein. Il faut le faire. Moi, je voulais vous parler un petit peu de Pinterest, qui, je pense, en affiliation, a beaucoup de choses à faire. Je vois de plus en plus de gens en parler. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire. Et en fait, Pinterest, c'est encore une fois un peu comme le SEO aussi. SEO d'un site web. Parce que un compte a besoin de prendre de l'autorité sur un domaine avant de commencer à vraiment apparaître sur les requêtes. Et qu'il faut optimiser le taux de clic. Et qu'il faut un titre ou une image qui va un peu attirer l'œil. Et en fait, ça prend du temps. Mais quand c'est parti, ça fait beaucoup de trafic, honnêtement. J'ai vu des comptes d'affiliation, notamment sur la spiritualité, qui tous les jours mettaient par exemple des horoscopes, qui met des trucs sur les heures miroirs ou je sais pas quoi, qui met des trucs sur plein de sujets comme ça liés à la spiritualité. Et tous les jours, ils font entre 1 et 2 images. Image Canva, hein, rien de bien complexe. Une image Canva qui redirige vers une page, un site d'affiliation en général, un site en WordPress où il y a une page dédiée un peu aux affiliations et tout ça. Et juste, il rajoute du contenu, image comme ça, tout le temps.
Et c'est des sites, quand je regarde, qui font genre 1,3 million vues mensuelles, quoi, ou des trucs comme ça en France, hein, que des sites français. Et donc, j'ai un peu farfouillé tout le reste de Pinterest. Je pense que si vous êtes sur des thématiques évidemment liées à, par exemple, tout l'univers pour les bébés, tout ce qui est décoration, tout ce qui est maison en général, des trucs comme ça, do it yourself et tout ça, il y a des choses à faire. Mais je pense qu'il y a même moyen d'aller un peu plus loin. Et nous, c'est quand même peu répandu en France, Pinterest, mais ça fait quand même plusieurs millions de visiteurs chaque mois sur la partie Pinterest France. C'est clairement qu'il y a du biz à faire. Donc, je pense que vous pouvez regarder un petit peu de ce côté-là, aller voir comment ça fonctionne. Je sais que moi, j'ai quand même commencé à bien me renseigner dessus et à voir un petit peu. Sauf que moi, j'ai voulu m'attaquer à une niche, je pense, qui marche peu sur Pinterest, vu que j'ai voulu faire un truc adulte dessus et un peu complexe. Mais il y a des choses à faire. Ok. Voilà pour ce point sur Pinterest. Alors moi, il y a un petit point, je le colle au milieu, mais c'est... Déjà, j'aimerais avoir votre avis sur à quel point c'est important. Mais en affiliation, alors on va parler de Google et peut-être un petit peu de YouTube aussi, je m'expliquerai là-dessus, mais l'importance de la dilution des sujets, et notamment, je vais aller un peu plus loin, à quel point il est important pour vous de ne pas faire que des contenus monétisés, de ne pas faire que des contenus d'affiliation sur un site. Antoine, vas-y, sûr. Vas-y, parce que j'écoutais pas trop, je regardais Pinterest. Pour être 46 millions de vues France. Voilà, pour donner le chiffre. Je pense que c'est plus, hein. Je sais même pas, Bah, parce que c'est quoi 46 millions France. Ok. Bon, c'est... Sur le point .fr. Donc c'est presque tous les Français, quoi. On est 65 millions. Ouais, c'est clairement, il y a des trucs à faire et il y a beaucoup de place à prendre, je pense. Il y a pas tant de concurrence. Arthur, du coup, tu disais la proportion entre du contenu plutôt orienté affilié. Contenu non affilié, quoi. Je pense qu'on en revient un peu à cette truc d'autorité dont je parlais au tout début, quand je prenais l'exemple des VTT. Du moment que vous arrivez à répondre à beaucoup de points, je pense que malgré tout, on est toujours... Moi, j'aime bien faire des contenus qui seront affiliés. Honnêtement, j'ai beaucoup de contenus affiliés sur mes sites. Ça représente en général plus de 70% du contenu. Et 30% du contenu, ça sera du contenu plus informatif, mais qui a un intérêt pour, en tout cas, essayer de rediriger sur mon contenu affilié. Je vais pas faire quelque chose que je considère vraiment sans aucun intérêt. En fait, j'ai ni le temps de faire ça, ni envie de payer quelqu'un pour rédiger un truc qui sera pas rentable. Donc bien souvent, ça sera quelque chose qui aura un intérêt. Je pourrais récupérer un lead quelque part, en fait. Qu'importe le truc. C'est juste que j'ai pas que des articles avis machin, meilleur machin. De temps en temps, ça sera, pour reprendre pour le VTT, c'est je sais pas moi, pourquoi des pneus lisses seront risqués si vous faites de la descente en VTT. Bon bah, expliquer ça et dedans dire si vous savez que vos pneus deviennent lisses trop rapidement, peut-être que vous avez de la mauvaise qualité et dans ce cas-là, allez voir mon comparatif des meilleurs pneus voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais par contre, j'irai pas faire un article genre, je sais pas moi, les 3 champions du monde de VTT nous racontent leur parcours. Rien à foutre. Enfin, je suis pas sûr que ça puisse me rapporter du bise, je le ferai pas, quoi. Avant de faire ça, j'ai beaucoup d'autres contenus à faire, je pense. Ok. Anto, je sais pas si tu voulais rajouter un truc, ou Arthur d'ailleurs. Non, moi je suis un peu comme Franck, mais la vérité c'est qu'il faudrait faire beaucoup de contenu informatif quand même, je trouve. Pour qu'on ait pas mal d'éditeurs qui font 80% informatif, 20% affiliation, il faut quand même dire que les sites tiennent mieux dans le temps. Est-ce que c'est un hasard ou pas, je sais pas. Mais ça tient quand même mieux. Ok. Et moi, j'aurais tendance à la fois penser un peu comme Anto. En fait, je serais moins radical que toi sur le pourcentage de trucs affiliés. J'essaierai quand même de faire un peu d'informatif.
Mais je comprends l'idée que c'est aussi un peu de la perte de temps dans certains cas et qu'il y a mieux à faire. Maintenant, à quel point c'est potentiellement pénalisant, c'est dur à dire. Là où je peux un peu plus parler, c'est par rapport à YouTube, où là, pour le coup, quand on est sur un contenu informatif, entre guillemets, ou en tout cas un contenu qui va potentiellement générer de l'intérêt et des vues sur une vidéo, on n'a souvent pas la même traction et les mêmes vues que sur un contenu qui va review un outil, par exemple, et qui va avoir un but pur affiliation. Et je pense qu'il y a un peu ce truc-là dans l'algorithme de YouTube, où si vous avez une vidéo, deux vidéos qui marchent très bien et que derrière vous sortez une vidéo qui marche pas bien, encore une fois entre guillemets, parce que la réalité c'est que c'est une vidéo qui va marcher mais qui a un autre objectif, elle a l'objectif de se positionner et de ranker et d'informer des gens qui vont aller chercher l'information précise que vous avez à donner. Et contrairement à une vidéo qui va directement correspondre à votre audience, à vos abonnés, qui va intéresser, voilà. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir. Pourquoi pas partir sur c'est possible de partir sur une chaîne 100% review d'outils affiliés, mais je vous donne l'exemple. Si demain, on devait lancer une chaîne YouTube pour faire des reviews d'affiliés pour le site leswizards.com, par exemple, eh ben, à mon sens, il faut surtout pas qu'on le fasse sur la chaîne Wizards Podcast. Au-delà du fait qu'elle ait le nom Wizards Podcast, pour moi, on va complètement défoncer notre algorithme. Donc, il faut quand même avoir cette notion. Alors, là, on est sur un truc podcast plus des reviews, mais à mon sens, ça voudrait dire chaîne secondaire uniquement axée sur les reviews. Et moi, aujourd'hui, des fois, je bataille un peu sur ma chaîne perso à me dire, est-ce que je fais une review? J'en ai peut-être déjà un peu fait trop dernièrement, et j'ai un peu l'impression que ça impacte directement mon algorithme. Donc, tu penses que ça impacte l'algo? Je pense que ça peut clairement ne Parce pas aider en tout cas. Tu as aussi le point de te dire, moi je préfère faire 2000 vues. En vrai, je pense que si, parce que pour l'exemple pour ma soeur, depuis qu'elle a Switch, c'est sa catégorie principale, le baisse. Elle a baissé énormément. Ah ouais? C'est quoi que tu appelles catégorie? Enfin, sa thématique de base. Ouais, ok. Et là, elle recommence à refaire du contenu sur sa thématique de base. Et ben, elle n'avait pas fait plusieurs chaînes? Bah non, elle a tout mis sur la même. Ah, elle n'a pas suivi mon conseil, c'est pour ça. Ouais, mais après, un avis produit, c'est normal qu'il fasse moins de vues. Déjà, rien que dans tes abonnés, peut-être qu'ils n'ont pas envie de voir ça. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir 2000 vues sur un avis produit qui, au final, a forte chance de convertir quelqu'un et donc que tu gagnes de l'argent, plutôt que de faire des vidéos à 20 000 vues sur de l'informatif, mais qui te rapportent pas de sous, quoi? Ça dépend. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu as une chaîne YouTube qui est capable de faire 20 000 vues sur une vidéo et que tu n'as pas un infoproduit à vendre ou un produit qui t'appartient à 100% à vendre et donc un bon tunnel et donc un bon lead magnet pour faire rentrer des mails et donc pour vendre derrière, c'est que tu as sans doute loupé un truc. Parce que être capable de faire 20 000 vues sur une vidéo, surtout sur une thématique potentiellement axée business, il y a, à mon sens, mieux à faire que d'aller revendre du SaaS en faisant 1800 vues, même si c'est pas les mêmes enjeux, le même travail derrière, les mêmes trucs, mais donc en réalité, la réponse est pas si évidente. Ça peut être un mix, en effet. Mais en tout cas, je te rejoins sur le fait que c'est une bonne chose. Pour reprendre ton exemple, toi, tu considères que si, par exemple, on va prendre des chiffres, j'avais une chaîne YouTube où dès que je fais de l'informatif, je fais 10 000 vues. Ouais. Est-ce que si mes 10 dernières vidéos, j'ai fait 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues, je sors 3 vidéos d'affilée d'avis de produits. Donc, qui celles-ci vont faire 1000 vues. Mais 1000 vues où potentiellement je touche plus d'affiliation. La prochaine vidéo que je sors qui sera une vidéo informative, tu penses que je vais faire plus que 8000 vues? Je pense que ça a eu des chances d'impacter ton algorithme. Ça veut pas dire que tu feras plus de vues, ça veut pas dire que ton algorithme est KO, ça veut juste dire que YouTube se dit waouh, la dernière vidéo qu'il a sortie, elle a carrément moins plu, on va peut-être un peu moins pousser la prochaine, si tu veux. Et progressif, enfin moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. Encore une fois, on est sur un truc très théorique, mais j'ai un peu cette sensation-là. Ce qui veut pas dire que je déconseille aux gens de faire des reviews de produits. Moi, j'en fais aussi. Et comme tu dis, ça permet de ranker. En réalité, c'est parfois même assez facile de se positionner et donc d'avoir des commissions sur certains trucs. Donc, je vous encourage à le faire. Par contre, ayez conscience de ce truc-là et d'où justement cette question et cette interrogation de est-ce que diluer les contenus et en SEO et sur YouTube, c'est important. Et je pense que sur YouTube, c'est un peu particulier. Ok.
Je suis pas, ouais, je suis peu connaisseur. Enfin, je vois dans les grandes lignes YouTube, mais n'en faisant pas à l'appel. Et Ouais, je d'ailleurs, trouve ça étonnant. pour imager mon propos, regardez, je pense que vous connaissez tous les deux Marketing Mania, Stan Leloup, qui Oui. fait des vidéos très produites, très qualitatives, en fait, assez longues sur des sujets précis. Demain, Stan Leloup, je me doute qu'il va se mettre sur sa vidéo. D'un coup, c'est... Alors aujourd'hui, on va faire un avis sur ChatGPT. Alors ChatGPT, la prise en main, enfin, tu vois, ça va flinguer son algorithme complètement pour le coup, lui. Là, c'est un exemple radical, mais ça va juste, et c'est pour ça qu'il le fera jamais. Et d'ailleurs, je pense que quand tu as un certain niveau de production, un certain regarde. niveau de... Parce qu'il a une chaîne qui est marketing général, mais prenons sa chaîne qui est dédiée à l'IA. Si demain, il a ses vidéos qui parlent que d'IA tout le temps, et dans l'IA, si il fait « je vous donne mon avis honnête et transparent sur tel outil » et qui fait une vidéo dans la même forme que ce qu'il a l'habitude de faire, qui donne son avis sur l'IA, bah, je vois pas en fait sur l'IA, le produit X quoi, dont il fait la review, je vois pas en quoi ça serait problématique, honnêtement. Parce que ça reste la même thématique. Pour moi, il faut qu'il maintienne son niveau de qualité. C'est ça, en oui, fait. Oui, mais ça, c'est évident. Parce que du coup, les gens qui sont habitués... En fait, là, le truc que tu dis, c'est que si tu as l'habitude de faire des vidéos informatives avec un montage stylé, avec un débit de parole, que ton audience est habituée à ce que ça soit une vidéo qui est dynamique et tout, et que derrière, tu sors une vidéo où tu dis « Alors, je vous fais mon avis sur ChatGPT ». Alors ChatGPT, voilà, c'est un outil qui permet de faire ça, 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 et que tu donnes des infos pas ouf. Bah évidemment, en fait, que les gens ils vont se barrer de ta vidéo et que ça va flinguer ton algo. Mais si tu gardes tes standards habituels de vidéo et que tu fais la review d'un produit, je vois pas en quoi ça pourrait être problématique. Nous demain, on fait une vidéo où on vous dit je sais pas, moi j'utilise Ahref. On fait un podcast de 40 minutes où je dis on vous donne notre avis transparent sur Ahref et dedans on parle des points positifs, des points négatifs, des changements qu'ils ont fait qui nous ont saoulés, que ça coûte plus cher qu'avant et ainsi de suite, et que la vidéo est intéressante et que la vidéo apporte quelque chose. Parce qu'on est toujours sur le format podcast et qu'on inclut ça au sein même d'un podcast. Donc pour moi là, il y aurait pas de problème à faire ça. Au-delà du fait que ça va peut-être décevoir certains abonnés réguliers qui vont dire « Ah, fait chier, il parle juste d'Ahref, je m'en fous. » Et tu vois, qui auraient préféré un autre sujet, machin. Mais au-delà de ça, il n'y aurait pas de problème. C'est des choses qu'on pourrait faire. Mais c'est juste que, en fait, là où c'est un peu dommage, à mon sens, c'est que se positionner sur un avis... On va reprendre l'exemple d'Ahref. C'est peut-être pas le meilleur des exemples. C'est quand même un gros outil très connu. Et donc, il y a sans doute beaucoup de gens qui ont déjà fait ce genre de vidéo. Mais aller faire une vidéo, mon avis transparent sur Ahref en 2024... ça va être beaucoup plus facile d'avoir du trafic issu de YouTube qu'issu de Google. Et au-delà de ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Enfin, dans l'idée, il n'y a pas besoin d'en faire un épisode de podcast que nous, on va payer peut-être plusieurs centaines d'euros, plus une miniature, plus un machin. Il vaut mieux, à mon sens, faire une chaîne secondaire ou Wizards Review et aller faire une vidéo qui reste bien, mais en 15 minutes, on a fait le tour du sujet, rideau, et en fait, au lieu de faire une vidéo de 40 minutes, on va en faire 4 sur des outils différents et faire des reviews. Enfin, tu vois, et en fait, la réalité, c'est qu'à mon sens, la vidéo qui a été faite en 15 minutes, elle va potentiellement aussi bien ranker, voire mieux ranker qu'un podcast de 40 minutes sur le sujet. Et du coup, c'est là où ça peut être potentiellement un peu dommage. Mais encore une fois, demain, tu vas prendre... on va prendre un exemple un peu extrême, mais tu vois, demain, tu vas dire à Squeezie, ouais, bah franchement, tu ferais plein de sous si tu faisais une vidéo où tu vas aller review un site de paris sportifs pendant 15 minutes sur ta chaîne, ça va grave bien ranker. Enfin, là, c'est l'exemple pourri, parce qu'évidemment qu'un Squeezie ferait jamais un truc comme ça, mais tu vas voir un YouTuber un peu médium et tu lui dis de faire ça alors que son concept de vidéo est un peu différent. Enfin, faut être un peu cohérent avec sa ligne édito, globalement. Et bref, je pense qu'on a déjà bien vu le sujet, mais c'est intéressant en tout cas. Ça se trouve, il y a des pros de YouTube et ils nous diront en commentaire si on a tort ou pas. Hein. Est-ce que vous vouliez voir autre chose? Arthur, tu avais des points. Ouais, moi j'avais noté pas mal de trucs. Vas-y. Déjà, alors,
Pinterest. Toi, tu avais parlé vite fait de LinkedIn. Je sais pas si ça vaut le coup de s'étendre trop sur le sujet. Franck, tu disais qu'il y a peut-être une opportunité. Ouais, je voulais juste dire, et peut-être pas sur toutes les thématiques, évidemment, aller faire du Nutra sur LinkedIn en affiliation, je suis pas sûr que ça soit le meilleur move. Par contre, avec toutes les affis SaaS qu'il y a, à mon avis, il y a quand même des trucs à faire. Je pense qu'il y en a qui le font déjà d'ailleurs, mais étant un peu allergique à LinkedIn, j'avoue que je suis pas allé vérifier. Mais en fait, vu qu'il y a beaucoup de B2B, peut-être que d'aller présenter des outils, expliquer pourquoi tel outil il est absolument magique pour le business, ça peut être une solution. Voilà, c'était juste un point pour ceux qui aiment bien LinkedIn et qui veulent aller regarder ce qui se fait. Je pense qu'il y a des choses à faire, notamment avec les trades et des trades qui finiraient par convertir sur de l'affiliation, par exemple. Anto, la face cachée de l'iceberg, c'est mon prochain point que je voulais aborder. Alors, c'est pas forcément ce que tu penses. Aujourd'hui, donc on est vraiment sur la thématique de l'affiliation. Aujourd'hui, les gens surtout qui débutent l'affiliation ne le savent pas forcément, mais l'affiliation, c'est un monde titanesque et il existe de nombreuses affiliations qui ne sont pas ouvertes au commun des mortels, et j'aurais bien voulu qu'on explique un petit peu ça aux gens, parce que c'est vrai que ça, d'un point de vue extérieur, on s'en doute pas une seule seconde, mais c'est pourtant une réalité, quoi. Tu veux que je développe quoi dessus? Par exemple, moi, ça me fait penser à tous les gens sur le Discord qui nous posent parfois des questions pour des plateformes, mais on peut pas spécialement leur donner parce qu'on sait que malheureusement ils rentreront pas dessus, quoi. Ce matin, on en parlait, on disait celle-ci, il faudra en parler. Ah ouais, mais en fait, ils pourront pas rentrer dessus. Ouais. Et celle-ci, est-ce que c'est bien parce que c'est genre la meilleure plateforme Nutra? Ah bah ouais, mais bon, ça sera trop dur de rentrer dessus. Et en fait, on s'est dit ça pour je sais pas combien de plateformes. En fait, si vous avez rien à montrer, c'est dur au début. Hein. Ouais, c'est même pas, je pense, aussi une question de revenus, etc. Parce moi, je suis sur des plateformes, j'ai jamais fait 1 euro dessus. Mais c'est une question de. Mais t'as d'autres choses à montrer. Ouais, de comment tu vas parler à l'affiliate manager. Je prends le cas de Voyance.fr, ils sont venus me contacter il y a pas très longtemps. Et je me fais démarcher je savais même pas qu'il travaillait pour Voyance.fr. Et il me dit, machin, j'ai une régie d'affiliation à vous présenter, blablabla. Et il voyait que je connaissais le truc. D'un coup, il commence déjà à me tutoyer. Et après, il a commencé à discuter. Après, il t'a fait la bise. Bah, presque. Et après, et après, on commençait à discuter. Je lui disais que j'avais déjà testé cette thématique, voilà, etc. Et il me posait des questions. Et je lui posais des questions aussi, mais genre, j'avais déjà les réponses. Et même à la fin, je lui ai dit, bah, je pourrais presque te remplacer, tu vois. Et il m'a dit, c'est vrai. Et tu lui as dit ça? Ouais. Et il m'a dit, c'est vrai. Mais au final, tu vois, il m'a fait un compte partenaire. Je savais même pas que ça existait. Je suis pas affilié, je suis partenaire. T'as des meilleures rémunérations et tout, mais ça se trouve, je lancerai jamais. Tu vois, mais il me l'a fait. Et juste parce qu'il m'a dit, en gros, bah, t'as pas l'air con et vas-y, je te fais un compte, tu vois. Et il m'a dit, tu testes et tu vois ce que ça donne. Et je pense qu'il y a une façon de comment tu parles, de ce que tu connais. Il n'y a pas spécialement besoin d'être fort ou de faire des revenus, quoi. C'est, je sais pas. Ouais, après, c'est intéressant, mais ouais, vas-y, Franck. Bah, t'as quand même pas mal de régies, je trouve, où quand t'arrives, ils te demandent des screenshots de tes dashboards que t'as Ouais, au mais part. ça, je veux dire, si t'es malin, tu fais du inspecter éléments, personne va vérifier, tu vois, t'es pas débile. Ouais. Si tu peux filouter, tu prends un dashboard Shopify ou j'en sais rien, tu mets des chiffres et ils sont contents, tu vois. C'est vrai. Mais après, si tu leur poses 50, une fois que ça, tu rentres dessus. Après, si tu commences à saouler l'affiliate manager et tout, il te donnera pas les bons plans parce que la vérité, c'est que sur ces networks-là, après, si tu fais chier l'affiliate manager ou t'as rien à leur donner, ils donneront pas les bons plans. Et pareil, quand vous avez des techniques, parce que ça m'est arrivé aussi une fois, là, j'ai trouvé une faille il y a pas très longtemps, et je sais que ça peut intéresser des gros média buyers ou des choses comme ça. Bah, ça me dérange pas je la donne à l'affiliate manager et je lui dis, bah, si t'as des affiliés qui font ça, vas-y, donne-leur la technique, tu vois. Ça m'arrive souvent. Mais après, je sais qu'en gros, il va me renvoyer l'ascenseur sur un autre truc. Donc, voilà. Mais toi, t'es particulièrement bon pour ça. Hein. Moi, j'ai toujours été bidon pour gérer des AM. Bah, en fait, pour moi, je me place, je sais pas, je suis là, je lui donne un truc, tu vois, et je me dis, il va me rendre l'appareil, tu vois. Et au final, t'en as pas mal. C'est souvent le cas en plus. Surtout que c'est des clébards, tu leur envoies un bout de viande. C'est ça, en fait. Ils sont contents, quoi. Parce qu'après, ils vont aller le donner au gros. C'est toi qui... Ouais, c'est ça, ils vont aller le donner au gros. Ils sont commissionnés dessus, donc ils savent que s'ils donnent ça au gros, ils vont peut-être prendre 500 balles de plus à la fin du mois. Mais après, quand ils vont voir un petit arriver, bah, ils vont aller te donner ils vont te dire, bah tiens, lui, il fait de l'argent sur ça, vas-y, fais ça, quoi.
Voilà, c'est Et d'ailleurs, aussi la dure réalité. Hein. Ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, comme tu le disais, Franck, il y a des gens qui nous demandent les plateformes, etc. Et d'ailleurs, on vous en partagera certaines qu'on peut partager sans se foutre dans la merde, parce que la réalité, c'est aussi ce que tu nous expliquais en off, Anto. Ah oui, c'est que toi, tu as partagé, je te laisse l'expliquer. Ouais, j'ai partagé là une très grosse régie à 3 personnes, où c'est assez dur de rentrer, où il faut signer des documents de confidentialité, etc. En gros, ils sont venus de ma part, donc ils sont rentrés quasiment direct. Ils ont signé les papiers et tout, et après, tu te retrouves à... Enfin, il pose 50 000 questions à l'affiliate manager, et en gros, le mec est pas bon. Tu vois, il est pas à l'aise avec les offres, il connaît pas, etc. Et l'affiliate manager me dit, on va pas perdre du temps avec des mecs comme ça, et en gros, arrête de m'envoyer des mecs qui servent à rien, quoi. Ils sont là pour faire de l'argent, et pas pour faire assistant social, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est un peu le problème, c'est que du coup c'est compliqué, alors c'est pas sur toutes les plateformes ça, mais sur certaines grosses plateformes c'est aussi un moyen de se griller. Des contrats, ils vous font des choses comme ça, et après, eux ils perdent du temps, tout le monde perd du temps. Parce que parfois dans ces plateformes-là, ils créent des groupes t'as le boss, t'as un directeur technique, t'as un mec qui fait des analytics, enfin ils te mettent en team, quoi. T'es pas là en mode... Enfin, c'est pas juste tu fais ton copier-coller de lien et voilà, quoi. Ouais. Ok. Bon, ça c'était le petit point, donc la face cachée de l'iceberg pour que les gens comprennent que c'est l'affiliation, ça peut aller assez loin en termes de réseau et que tout le monde n'a pas le même pouvoir, mais que c'est comme tout, hein, soyez bons et vous en aurez. Et ensuite, l'autre partie qui concerne pas mal Anto, c'est la partie Black Hat SEO et affiliation. J'ai commencé à l'évoquer au début de cet épisode, c'est une réalité. Vous avez la chaîne de Romain Pirotte qui fait beaucoup de contenu intéressant sur le sujet en ce moment, avec le spam dexing, etc., qui en parle beaucoup dans la communauté FR. Anto, on le sait, ça fait partie de tes domaines de compétences. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de monétiser du parasitage SEO, et si c'est possible, tu nous réexpliques brièvement ce que c'est que du parasitage SEO et tout ce que c'est aussi que le spam dexing. C'est à moi de nous expliquer ce que c'est que ces deux méthodes-là et à quel point finalement, parce qu'on a vu au début l'accessibilité de l'affiliation SEO, de YouTube, de machin. Qu'en est-il pour le Black Hat SEO ? Black Hat SEO ou Black Hat en général, parce que tu vois, ça peut être sur les plateformes, sur les Facebook Ads, etc. Mais on va rester sur le SEO. Mais sur le SEO, par exemple, du parasitage, oui, tu peux faire de l'argent vite, rapidement. Accessibilité, la problématique, c'est que tu peux pas, parce qu'il faut connaître, par exemple, je sais que Romain a beaucoup parlé de LinkedIn et de Medium, etc. On a vu dans le Discord des gens qui en parlent. La problématique, c'est que sur LinkedIn, il faut savoir où acheter les comptes, quel proxy utiliser, comment roder un compte, comment poster, comment débloquer l'indexation, comment indexer ta page après. Tu vois, tu as plein de paramètres que même si tu as la méthode, tu auras à un moment, même si tu peux pas, en fait. Si tu es débutant, tu vas avoir beaucoup de mal. Et c'est un peu la même chose dans le spam indexing. Hier soir, j'étais dans le groupe de Bastien, j'avais rien à faire, je parlais aux mecs du groupe et j'ai commencé à partager 2-3 screenshots parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au spam indexing et le mec pensait que ça marchait pas, donc je lui ai dit regarde, ça marche, etc. Mais en fait je lui ai dit sur le papier c'est facile, mais la problématique c'est comment tu vas générer ton contenu, comment tu vas indexer et comment tu vas générer tes pages, et après comment tu vas indexer ton contenu. Sur le papier, c'est hyper bidon. Tu fais un contenu, une page, tu l'indexes, ça fait de l'argent. Mais comment tu vas le faire sur 1 million de pages, 10 pays, etc. quoi. Là, tu lances combien de pages jour là en ce moment ? Là pour la conférence, j'ai fait un test, j'ai dû faire 700 000 pages, on est le 23 janvier. 700 000 pages. Ouais. Donc, c'est beaucoup. Alors, c'est juste, excusez-moi, c'est la deuxième fois que, là, tu viens de dire pour la conférence, Franck t'en a parlé en début de l'épisode, pour tous ceux qui arrivent peut-être, qui connaissent pas les Wizards. Là, aujourd'hui, on est le 23 janvier 2024 et on a le premier événement, le Wizards Event, première édition, qui a lieu à Lyon dans 10 jours, enfin le 31 janvier 2024. Donc pour l'occasion, on a une conférence prévue et c'est de ça dont on parle quand on parle de conférence. Ouais, mais l'événement est sold out, donc voilà. Rendez-vous pour tous ceux qui auront loupé ça, rendez-vous l'an prochain pour la deuxième édition. Et ok. Alors je sais pas à quel point je vous ai coupé là. Non, mais c'est que c'est en soi sur le papier, c'est le Black Hat, c'est toujours les méthodes les plus bidons en soi, mais c'est les plus dures à appliquer en vrai. En fait, faut être technique, je trouve. Pas spécialement.
Faut être débrouillard. Ouais, faut être débrouillard parce que genre les parasitages LinkedIn ou Medium, ça fait de l'argent, mais il faut avoir tout le process pour acheter mais tes tu l'as proxys, tes dit, machins et tout. voilà, exactement. Il te faut rien que tes Mais t'as pas proxys, besoin c'est d'être un complet. génie du dev ou de faire des choses. Non, faut pas être un développeur, mais faut être un filou, quoi. Faut Ah savoir ouais, un peu c'est clair. c'est pour ça que ça s'appelle du black hat. C'est que c'est des trucs parfois un peu sombres. Tu vas acheter tes comptes, une fois sur deux, tu vas te faire baiser parce qu'en fait, le compte il marche pas ou il est bloqué et que tu t'es juste fait scammer. Comme t'aimes bien le dire, c'est l'économie d'Internet, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai. Donc, voilà. Et quelqu'un qui abandonnerait vite, par exemple, il peut vite se dire ok, je me suis fait scam 2 fois sur l'achat d'un compte. Bon, j'abandonne, quoi. C'est fini. Bah, par exemple, sur un business spécifique, il me fallait des VCC pour créer des offres d'essai. J'ai épluché tous les forums, tous les posts, tous les mecs de Telegram. J'ai dû tester, je sais pas, 160 cartes pour trouver une qui passe. Mais c'est vrai qu'il y a un mec, s'il abandonne, et je m'en suis pris des carottes sur les 170, je pense. Mais j'ai testé tout ce qui était possible. Je faisais même des recherches en anglais, en turc, en russe. J'ai testé tous les vendeurs de VCC qu'il y avait sur Internet, je pense. Ouais. Et ça, c'est exactement, ça rejoint complètement ce que tu disais au début de l'épisode. C'est le côté curiosité, mais poussé à son paroxysme. Et c'est un truc qui est très propre à l'esprit Black Hat. Et c'est pour ça que typiquement, on a beau avoir le même nombre d'années d'expérience, on n'a pas l'expérience aux mêmes endroits, Franck, Anto et moi. Et toi, Anto, ça fait 10 ans qu'en fait, tu as commencé le SEO et tu as toujours eu cet état d'esprit qui a fait que c'est un monde qui t'a toujours passionné et qui a fait qu'aujourd'hui, tu es à la pointe de ce qu'on peut faire. Et tu l'as expliqué de nombreuses fois aussi. Tu t'informes sur les forums russes, donc ça t'était pas là où sont les gens lambda. Et donc les gens qui disent mais comment on fait ? En fait, il y a énormément de paramètres qui sont très compliqués à expliquer dans un podcast. J'ai regardé, par exemple, on peut en parler, mais j'ai regardé la formation russe sur le spam des mecs, là, en ce moment, Romain a fait une vidéo sur les sous-domaines, là. Les mecs qui spamment en sous-domaine. La personne qui fait ça a fait une formation et elle est dispo en russe. Donc, vous avez toutes les clés pour le faire, mais il faut la trouver. mais elle est dispo. Et il vous donne les logiciels, etc. Et au final, c'est juste si tu cherches au bon endroit, tu as toutes les infos pour le faire. Et tu fais comment ? T'as un traducteur, t'as un truc de sous-titrage ou comment ça se passe ? Sur les tools, sur les PDF, ça va, t'as DeepL, mais sinon, parfois, j'y vais au téléphone. Ouais. Faut être très franc. Donc, t'es comme ça avec ton téléphone, tu mets la vidéo en pause, et tu traduis, c'est incroyable. Génial. Mais ouais, c'est une vraie passion, quoi. Au-delà même de la curiosité c'est ton kiff absolu, quoi. En tout cas, voilà. Je pense que c'était important d'en parler. Ça existe. Et donc, pour résumer, le Black Hat SEO, ça fonctionne. Hein. Aujourd'hui, tu monétises ton Black Hat SEO. Moi, je vis que du spam indexing depuis la pénalité Medic Update. C'est simple. Donc, depuis dans quelle année 19, 18, 19. 19, ouais. Et parce que je crois qu'on n'a pas forcément expliqué, mais sans rentrer trop dans le détail, mais le spam indexing, si tu pouvais l'expliquer en quelques phrases. Le spam indexing, c'est générer des centaines de milliers de pages avec du contenu qui veut rien dire et rediriger sur des offres d'affiliation et monétiser. Voilà. Et donc tu vis de ça ? Ouais, depuis 5 ans, on va dire, 2019. Ouais, tu t'envoies que de la merde sur Google, c'est à cause de toi que la moitié qu'on n'arrive pas à se faire indexer nos pages légit, tout ça, quoi. Moi, j'indexe 3 millions de pages par mois, il n'y a pas de problème. Et parfois, t'as des sites, il y a 20 pages, elles s'indexent pas. Pas de souci. Magnifique. Merci, Anto. Bon, écoute, c'était intéressant. Merci à vous, les gars. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Vous aviez des choses à rajouter ou... Non, nickel. Pas spécialement. Bon, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. On vous le rappelle, vous avez le lien de notre formation gratuite en description. Vous pouvez laisser un petit like si vous avez apprécié cet épisode de podcast. Vous pouvez évidemment vous abonner, mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute et nous laisser un commentaire, pourquoi pas, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao.